a pris cette élection, cette victoire de Donald Trump, sachant que ce matin, il y avait un message peut-être un peu triste, un peu pessimiste, même s'il s'agissait de le féliciter, de la part de Volodymyr Zelensky. Oui, eh bien ici, évidemment, les personnes qu'on a rencontrées dans la rue, en fait, il y a quand même beaucoup d'indifférence à cette élection. Mais celles qui nous ont parlé davantage nous disaient que, les choses allaient encore devenir pires pour l'Ukraine. C'est surtout sur les réseaux et notamment les chaînes Telegram que là, les réactions se multiplient. Alors là aussi, il y a deux grandes tendances. Il y a ceux qui vraiment voient arriver l'enfer et disent, c'était déjà difficile pour les Ukrainiens, ça va encore l'être davantage. Difficile pour les Ukrainiens, mais ils n'oublient pas le monde entier. Ils disent aussi, c'est aussi une mauvaise nouvelle pour le monde entier. On a l'impression d'être dans un bus avec un conducteur fou et qu'on fonce dans le mur. Donc ça, c'est une première réaction. Et puis vous avez les autres qui, eux, sont beaucoup moins pessimistes, c'est-à-dire qui disent, oui, d'accord, c'est pas une très bonne nouvelle, mais néanmoins, il ne faut pas croire que l'aide américaine va complètement s'arrêter, ni même s'arrêter tout court, dans la mesure où, d'abord, il y a des grands donateurs de Donald Trump qui sont des fabricants d'armes, et donc ce business avec l'Ukraine a trouvé un gros débouché, et ça va continuer. Et puis aussi, ils se disent que de toute façon, les déclarations des candidats ne sont pas les déclarations des présidents, donc il y a une chance que tout ça continue, dans la mesure également où les républicains avaient quand même voté une aide à l'Ukraine par le Congrès. Donc déjà, il y a ça. Après, vous avez une autre tendance, c'est la tendance des hommes qui sont sur le front, les hommes qui sont ces soldats-là, qui sont là depuis plus de 2 ans et demi maintenant, dans les tranchées. Et eux, en fait, c'est surtout l'ironie qui prévalait aujourd'hui, en se disant, il nous a promis que la guerre allait s'arrêter dans 24 heures, ok, le décompte a commencé, on attend maintenant pour rentrer chez nous. Plus sérieusement, ils disent que de toute façon, l'Ukraine est résiliente et que de toute façon, ils n'ont pas le choix, qu'il faut continuer. Et puis après, au niveau gouvernemental, au niveau des réactions officielles, il y a le chef des députés de la Rada, le Parlement ukrainien, qui demande d'ores et déjà à Donald Trump de faire en sorte qu'il y ait des élections législatives ici en Ukraine, qui ont été bien sûr arrêtées suite à la loi martiale qui a d'ailleurs été prolongée aujourd'hui même par Volodymyr Zelensky jusqu'au 7 février 2025. Merci beaucoup Marianne, merci à Vincent Wartner qui vous accompagne. Très intéressant d'ailleurs cette sortie de Marianne Kotonov sur ces élections, sur le fait que l'opposition pourrait chercher à se débarrasser de Volodymyr Zelensky. Sergueï Boutman est avec nous, merci, ça fait longtemps qu'on ne vous a pas eu. Sergueï, vous êtes à Moscou. Je voudrais qu'on écoute le porte-parole du Kremlin. Ils ont fait une déclaration il y a quelques minutes et elle vaut le coup d'être entendue. N'oublions pas que nous parlons d'un pays inamical qui participe directement et indirectement à la guerre contre notre État. C'est pourquoi nous disons que nous analysons tout avec soin, que nous observons tout et que nous tirerons des conclusions sur la base de mots et d'actes spécifiques. Quant à la réaction du président, je ne peux rien dire ici. Voilà, peut-être que les présidents s'appelleront, se parleront. On sait que Donald Trump, Sergueï, a souvent appelé Poutine. Même Elon Musk, il paraît qu'il l'appelle assez régulièrement. Est-ce que les Russes sont contents de cette élection, sachant que Donald Trump a fait toute une campagne en affirmant aux Américains que cette guerre en Ukraine n'était pas la sienne ? Ça dépend des Russes. Je pense qu'il y a une certaine hésitation, même au niveau du Kremlin, parce que si ça avait été Kamala Harris, ça aurait été plus facile d'analyser, parce que ça aurait été la poursuite de la politique engagée par Joe Biden, l'aide à l'Ukraine, etc. Mais maintenant, c'est comme a dit Peskov, ils attendent des actes et des paroles plus concrètes. Parce que, bien sûr, c'est à cette fin de la guerre en 24 heures, personne n'y croit. Personne ne croit, mais même les 1000 blogueurs qui hésitent, qui disent qu'on ne sait pas ce qu'il faut attendre de Donald Trump. S'il est
peut-être il va poursuivre cette politique. Il est trop émotionnel. On ne sait pas ce qu'il va faire. Donc, c'est une attente qui sera, à mon avis, assez prolongée jusqu'à l'inauguration de Trump en janvier prochain. C'est très intéressant ce que dit Sergueï, c'est-à-dire que en fait il y avait une continuité comme ennemi avec Biden et son administration, et il y a peut-être la folie, le côté imprévisible de Trump qui peut décider tout d'un coup de participer à un plan de paix et d'obliger l'Ukraine à un cessez-le-feu avec la Russie, ou alors il déclare la guerre à Moscou directement. Non, mais c'est vrai que le caractère imprévisible de Trump rend la gestion du personnage et la lecture par anticipation de ces décisions extrêmement compliquées. Après, sur ce dossier-là, il faut lui reconnaître une certaine constance, et je vous invite à vraiment à regarder l'excellent documentaire d'Antoine Wittkin qui s'appelle Opération Trump, les espions russes à la conquête de la Maison-Blanche. Et moi, il y a une phase dans ce documentaire qui me fascine, c'est-à-dire qu'il explique et il démontre avec des faits, des entretiens, avec pas n'importe qui, John Brennan, l'ancien patron de la CIA, d'anciens agents du KGB, infiltrés aux États-Unis, arrêtés, repentis et qui témoignent, et qui racontent que le KGB avait, sous Vladimir Poutine, pour ambition de cultiver des gens proches du sommet du pouvoir, et il se retrouve avec une personne qui n'est pas proche, qui est le sommet du pouvoir, et en 2016, et maintenant à nouveau en 2024. Sergueï Boutman, juste une petite réflexion sur cette proximité. Est-ce qu'on en parle du côté de Moscou, peut-être même de Musk d'ailleurs, puisqu'on dit qu'il appelle très régulièrement Vladimir Poutine et que ça pourrait être un agent du Kremlin, entre guillemets. On en parle, c'est l'opposition qui en parle assez souvent, mais on n'est jamais sûr que ce soit un fait accompli, cette pénétration, cette infiltration, parce que tout en étant infiltré par la Maison-Blanche, est responsable devant ses électeurs, devant les Américains, et il est quasi impossible de mener une politique ouvertement pro-russe, étant patron de la Maison-Blanche. Merci beaucoup, Sergueï. C'est toujours un plaisir que de vous avoir. Trop court, mais c'est un véritable plaisir. Un mot sur cette connivence, sur le côté de Trump. Mais c'est vrai que c'est au centre des conversations depuis que Trump a été élu, et c'est vrai que les alliances internationales sont backboulées avec Donald Trump. Donc là, on repart dans un monde incognita et on va revoir ce qui va se passer. En réalité, Trump n'a donné aucun agenda international, donc c'est vraiment de l'inconnu. Bénédicte Le Châtelier reprend le flambeau pour cette édition spéciale. Nous, on se retrouve demain à midi. On aura l'occasion de revenir, d'approfondir. On reparlera économie. C'était passionnant, l'économie. À quelle sauce nous allons être mangés? Si vous étiez fidèle à ce LCI Midi, vous avez certainement compris que ça va être très difficile pour nous. À demain.